Mesdames, Messieurs, bonjour. Très heureux de vous retrouver ici à Metz dans le cadre du salon Agrimax. Alors, Egalim 2, attention, Egalim 2, tout reste à faire. C'est le thème du débat et pour en débattre, justement, j'ai le plaisir d'accueillir Philippe Mangin. Bonjour Philippe. Bonjour. Vous êtes vice-président du Conseil régional Grand Est. Merci d'être parmi nous. Juste à ma gauche, Daniel Perrin, bonjour. Bonjour. Vous êtes secrétaire général de la FNPL. À ma droite, Fabrice Couturier, bonjour, président de la FDSEA, donc du 57. Et encore un petit peu plus loin, Arnaud Rousseau, président de la FOP. Et c'est pour vous, Arnaud, la première question. Bonjour, je vous écoute. On est quand même dans un contexte assez particulier. On se réjouit, Egalim 2, ça y est, on va sacraliser le prix aux producteurs. On sait que la grande distribution, elle n'est pas facile à manier. Et on est dans un contexte d'inflation. Est-ce que vous n'avez pas peur que la grande distribution, vous dites, attention les agriculteurs, avec du tournesol à 600 €, vous n'allez pas nous demander plus? Alors, d'abord, les conditions de la réussite sont maintenant potentiellement sur la table. Va-t-on pour autant réussir? Rien n'est moins sûr. Et donc le vrai enjeu, c'est les négociations qui vont s'ouvrir avec la grande distribution, la capacité pour nous à pouvoir passer des tarifs. Alors on est assez confiant sur la valorisation de la production agricole, mais vous savez, quand on est un industriel, on a des coûts de matières premières, mais on n'a pas que ça. Et donc ce qu'on souhaite, c'est que clairement la prochaine négociation avec la grande distribution soit la concrétisation de la volonté politique. Et pour ça, il faudra qu'on ait la garantie que la matière première agricole est rémunérée à sa juste valeur, mais aussi qu'on soit capable d'assurer aux baillons intermédiaires la possibilité de se développer, de créer de la valeur pour pouvoir continuer à innover, à rechercher. Et donc rendez-vous le 1er mars pour voir si oui ou non on a été au rendez-vous de cette ambition. Parce que les négociations elles viennent juste de débuter, là on est un peu dans les présentations, mais ça va se durcir par la suite. Est-ce que vous n'avez pas peur que ce soit justement ce maillon intermédiaire qui soit le plus malmené ? Évidemment, c'est celui qui va être maintenant sur le grill, mais je n'oublie pas en tant qu'agriculteur que pendant longtemps, la problématique c'était l'agriculteur. Donc oui, on a une certaine crainte. Maintenant, soyons clairs, si l'intermédiaire n'est pas en capacité de pouvoir créer de la valeur, les choses ne dureront pas très longtemps. Et on a toujours plaidé, nous, pour une forme d'équilibre, pour faire en sorte que, à la fois le coût de la matière première, mais aussi la logistique, le packaging et tous les sujets qui nous concernent soient au rendez-vous. Et moi, je suis agriculteur, donc très au fait de la problématique de la création de valeur et du ruissellement des exploitations, mais aussi avec une casquette d'industriel, et je cherche absolument à faire en sorte que demain on puisse continuer à se développer pour proposer à nos concitoyens une production de proximité, de qualité. Et là, il y aura aussi un choix du consommateur à faire, c'est-à-dire que je n'ai pas forcément non plus que peur de la grande distribution, j'aimerais aussi que parfois le paradoxe du consommateur-acteur soit au rendez-vous. On a fait une émission sur Egalim 2, il y avait la grande distribution. La grande distribution nous a dit, vous inquiétez pas, on va trouver une façon de contourner la loi. Egalim 1 comme Egalim 2. Est-ce que vous n'avez pas peur, Fabrice Couturier, quelque part, qu'on vous fasse le coup de dire, oui, bon, on va augmenter 1 ou 2% dans le meilleur des cas, mais l'inflation, c'est 5% en 2021 ? C'est justement une préoccupation. L'inflation, nous la subissons par rapport à la hausse justement de notre prix de revient. Et les effets vont se faire sentir seulement dans les mois qui viennent. Et il faudra bien que cette hausse du coût de production soit répercutée sur nos prix de vente. Et on parle beaucoup de la grande distribution. Certes, on n'a pas affaire à des philanthropes. Il va falloir aussi qu'ils intègrent la hausse des coûts dans leur prix de vente. Il va falloir, ce que tu disais à l'instant Arnaud, que quelque part le consommateur qui plébiscite des produits d'une certaine qualité, d'une certaine origine, avec une traçabilité, accepte de payer la qualité qu'il réclame. Mais là où je suis, où je serai très attentif et où j'attends vraiment les politiques, c'est sur la fourniture notamment de la restauration hors domicile, où là, nos collectivités ont une responsabilité d'approvisionnement, de qualité, mais aussi une responsabilité par rapport aux producteurs qu'il convient de rémunérer de façon décente. Philippe Mangin, vous allez être au rendez-vous justement de la restauration des achats collectifs en tant que collectivité territoriale ? Oui, évidemment. J'ai un collègue qui a été missionné pour construire une vraie plateforme d'échange et satisfaire cette demande de restauration hors domicile dans les cantines de nos lycées, des collèges, mais dans la restauration hors domicile tout entière. Je voudrais quand même rappeler ici que si on évoque Egalim 2, c'est bien parce que Egalim 1 n'a pas fonctionné. Et c'est aussi parce que ça fait plus de 25 ans qu'on cherche la solution. La première loi, c'était la loi Galland, en 1997. Qui n'a pas fonctionné. Qui a instauré le seuil de revente à perte, l'interdiction de revente à perte, qui n'a pas fonctionné et qui, lorsqu'elle commençait à fonctionner,
a débouché sur la LME. Et la LME visait, elle, à permettre la baisse des prix pour améliorer le pouvoir d'achat. Donc on a essayé de construire, de déconstruire depuis 25 ans. Et on n'a jamais trouvé la bonne solution. Espérons que cette fois-ci, tout le monde soit suffisamment responsable et mobilisé pour qu'on y arrive. J'ai quand même quelques doutes sur cette capacité. C'est quand même fou qu'en France, aujourd'hui, on ne soit pas capable de faire des lois qui soient respectées par la grande distribution, par 5 centrales. Mais c'est quand même assez compliqué. Comment vous allez expliquer à un industriel transformateur de mettre tout sur la table, autrement dit de dévoiler sa recette, ses stratégies et le coût de, plus que ses matières premières, de tout ce qui a composé l'offre qu'il fournit aux distributeurs. On arrive là dans une économie, je ne sais pas si Poutine aurait osé y penser. Quand même, il faut le dire. Alors, bon, souhaitons que ça fonctionne. Hein. Encore une fois, il faut vraiment que la valeur soit mieux partagée. Moi, je pense qu'on n'a pas réouvert le sujet concurrence. La LME a créé l'autorité de la concurrence. Cette autorité de la concurrence n'est mobilisée qu'en faveur du consommateur. Elle a mis à mal ce qu'elle a qualifié d'entente. Elle a réduit le pouvoir des interprofessions, Daniel. Et ça, c'est un sujet qu'il faudrait reprendre. Comment se fait-il que les distributeurs puissent se concentrer sans aucun empêchement, aucun, et que nous, côté agriculteurs, et même par la voie de nos entreprises, nous ayons les pires difficultés à essayer de créer un contre-pouvoir. Je suis en train de le vivre avec le rapprochement in vivo soufflé. Vous n'imaginez pas l'action de la concurrence pour essayer de nous empêcher. Mais c'est quoi, moi, je trouve ça inadmissible. Mais il faut dire ce que c'est. C'est quoi? C'est l'administration qui est figée sur des idées du passé? Oui, je pense qu'on a une administration qui ne suit pas la volonté politique dans ce domaine-là comme dans bien d'autres. Et puis, on a cette utopie, cultivée aussi par certains distributeurs bien connus, hein, d'une alimentation la moins chère possible. Il y a 20 ans quand même qu'on vit avec cette culture. Le sacré-saint pouvoir d'achat. Inventé par Leclerc d'ailleurs. Inventé par Leclerc. Daniel Perrin est sous pression là, il faut que je lui donne la parole là. Par rapport déjà, je vais sortir des Galim, profiter de parler d'une grave problématique du moment. Un responsable politique comme Philippe Mangin, c'est sur le bio. Les politiques ont voulu nous entraîner dans le bio. Il y avait une filière bio qui marchait bien dans le lait. Aujourd'hui, cette filière est en train de mourir à cause de l'idéologie des politiques. Je te l'ai dit hier soir, Philippe. Je reviens sur Egalim. Egalim 2 ne doit pas échouer. Nous, on a une obligation de réussite. On a l'exemple du lait, où on avait déjà un indicateur prix de revient dans Egalim 1. Alors je dis aux autres filières, attention, l'indicateur prix de revient ne réglera pas tous les problèmes. Et moi, je ne vais pas faire ce qui a été fait jusque-là, stigmatiser uniquement la grande distribution. Je vais prendre un exemple. Notre indicateur prix de revient qui sort depuis 2 ans dans le lait, validé par l'interprofession, validé par la Commission européenne. C'est-à-dire qu'on ne passe plus sous les fourches codines de la DGCCRF. Et bien aujourd'hui, il y a Guylain de Virinco en face de moi, président du collège producteur à l'Interpro. C'est les industriels privés qui refusent qu'on publie cet indicateur. Donc le danger, il est partout. C'est pour ça que nous, producteurs, il faut qu'on croit à Egalim. Parce que si Egalim ne marche pas, moi je suis super inquiet pour le revenu des producteurs, parce qu'Egalim, ne l'oublions pas, c'est une vraie révolution pour nos producteurs. C'est un indicateur qui prend en compte le travail du paysan. On l'aurait quand même pas imaginé avant, de dire un outil qui construit pour une rémunération du producteur. Donc si Egalim 2 ne marche pas, si on ne réussit pas à transformer l'essai d'Egalim 1, ça va être demain une grande inquiétude pour le revenu des producteurs d'aujourd'hui, mais surtout pour le renouvellement des générations, parce qu'on va rester dans des filières où on sera toujours dans la guerre de 100 ans. Daniel Perrin, il faut dire c'est quoi? Plus 20, plus 25 centimes de plus de coûts de production. Non, mais on va être clair, la différence entre le syndicalisme de solutions qu'on représente tous ici, c'est que nous on ne va pas faire de démagogie. On sait que dans le lait, l'indicateur prix de revient qui doit être publié, il s'arrête sur des comptables du 31 mars. Parce que l'indicateur prix de revient, c'est pas un chiffre syndical comme ça, au doigt mouillé. Il est travaillé par nos centres de gestion, le CNIEL anonymise les données, et l'Institut d'élevage les travaille. Ce qui veut dire aujourd'hui, c'est que l'indicateur du 31 mars, on le sait,
ne va pas prendre en compte l'augmentation des coûts de production qu'on a sur nos exploitations depuis le début de l'automne. Donc concrètement, nous, ce qu'on attend de cet indicateur, c'est que si au moins cette année, même s'il ne prend pas en compte l'indicateur prix de revient, à la louche, on estime qu'il va baisser d'1%. Alors ça va surprendre nos producteurs, leur dire que l'indicateur prix de revient, il va baisser d'1%. Mais nous, syndicalistes de solutions, on va le valider et on va en profiter pour le cranter pour les années à venir. C'est aussi un investissement. Daniel Perrin, on va être très clair globalement. Donc vous avez des coûts de production qui ont augmenté, le prix du lait est un peu mieux payé, mais au final vous êtes comme en 2014. Non mais on va être clair, le prix du lait a augmenté. L'an dernier, on n'a pas eu la crise Covid dans le lait grâce à notre indicateur prix de revient. On ne l'a pas vécu. Et cette année, l'augmentation qu'on a depuis le début de l'année dans le lait, c'est uniquement lié à l'indicateur PGC Export et aux produits industriels. Ce qui veut dire que dans le lait, on est retombé 5 ans en arrière. Vous y croyez, Egalim 2 ou pas? Très concrètement. Et qu'est-ce qu'il faut faire justement pour que Egalim 2 fonctionne? Parce qu'on n'a pas trop le choix. Hein. Je t'ai dit, si nos producteurs, on n'y croit pas, il y en a qu'à attendre qu'une chose, c'est que ça ne marche pas. Hein. On demande Arnaud Rousseau. On y croit. Alors moi je vais être très clair. De toute façon, au regard de la situation de la plupart des producteurs agricoles aujourd'hui, on n'a pas d'autre raison que d'y croire. Maintenant, il faut qu'on soit équilibré. C'est ce que disait Philippe Mangin. C'est-à-dire que c'est un soutien exigeant. Ce n'est pas un soutien BA, c'est un soutien exigeant dans lequel il faut qu'on soit en capacité de passer des hausses réelles. Et dans la loi Egalim, on a d'ailleurs le tiers de confiance qui vient accréditer la réalité sur la base notamment des commissaires aux comptes, de la réalité de la hausse des prix. Donc on n'est pas dans l'incantatoire ou l'à peu près. Deuxième chose, il faut faire comprendre d'abord à la grande distribution qui, je crois, est en train d'en prendre conscience parce qu'elle a aussi des marques distributeurs sur lesquelles elle observe la hausse du coût de la matière première, mais aussi aux consommateurs que le sujet central du pouvoir d'achat, qui va être un sujet de la campagne présidentielle, et finalement aussi la concrétisation et la réalité de ce qu'on veut en production sur nos territoires. Il y avait une vieille formule qui disait « nos emplois sont nos emplettes ». Ça reste d'actualité, c'est-à-dire qu'il faut qu'on accepte un moment de le faire. Et enfin, moi je le dis aux agriculteurs, il faut qu'on se préoccupe du maillon intermédiaire. Trop longtemps, il y a eu une espèce de guéguerre picrocolline entre l'agroalimentaire et l'industrie. L'agroalimentaire a des progrès à faire en termes de transparence, de sourcing, d'explication de ses process. Et elle doit faire ce travail et cette révolution. Mais en même temps, l'agriculteur doit comprendre qu'au-delà de sa cour de ferme, il y a une économie et que c'est bien la complétude de l'économie qui permettra de le faire. Ma crainte, c'est que la grande distribution, qui ne pourra pas nier l'augmentation des coûts de la matière première, accepte des hausses pour la première fois depuis 10 ans, mais qu'elle accepte des hausses de l'ordre de 2, 3, peut-être 4%. Or, la réalité de l'augmentation des coûts de matières premières, dans un exemple que je connais bien, l'huile par exemple, c'est pas 2, 3, 4%. C'est des hausses de l'ordre de 20 à 25% qu'il faut qu'on passe pour rester break-even, pour rester au même niveau que l'année dernière. Donc nous ne nous contenterons pas, je ne me contenterai pas d'une hausse un peu affichée à l'aube des présidentielles pour dire regardez, on a augmenté de quelques pourcents, on a fait notre job et on est au rendez-vous. Non. Acceptons la réalité des chiffres, regardons les choses pragmatiquement, acceptons aussi d'expliquer aux agriculteurs qu'il y a une forme de complexité. Donc c'est de l'exigence, de la clairvoyance, de la bonne volonté, mais aussi une forme d'équilibre, parce que, soyons clairs, ça ne sera pas l'alpha et l'oméga, c'est un moyen de réussir. On ne peut pas se passer en ce moment d'un moyen de réussir, et donc on va jouer pleinement le jeu, et en même temps, restons vigilants. Toute dernière... Si je permets, soyons clairs avec nos téléspectateurs. La rémunération du producteur, ce n'est en rien l'ennemi du pouvoir d'achat du consommateur. Je prends l'exemple du lait, celui que je connais le mieux. Pour une famille, un couple avec 2 enfants, c'est 20 € par an. Je vais vous donner 2 chiffres. 1 centime sur un yaourt de 125 grammes, c'est 99 € 1000 litres de lait. Je vous ai dit qu'il en manquait 25. 5 centimes sur une brique de lait UHT, c'est 36 € 1000 litres de lait. Donc, ne mélangeons pas le résultat de nos exploitations à une seule condition. Les chiffres que je vous ai donnés, c'est que cette augmentation-là revienne à nous les producteurs. Daniel Perrin, je vous entends, mais la grande distribution va communiquer. Vous voyez déjà sur le prix de la baguette par rapport à la farine. Donc, ça va être inaudible, ce discours.
Il va falloir y aller au combat. Mais alors là, s'il faut aller au combat, on va y aller. Il n'y a pas de souci. Mais que la grande distribution change aussi son système. Si elle achète 101 et qu'elle multiplie par 10, comme si elle achète 105, elle va profiter, elle, de la hausse plus que nous. Mais la grande distribution, aujourd'hui, allez, on peut se le dire, si la grande distribution ne nous entend pas, moi, je vais vous faire une confidence. On les a invités mardi, la FNPL, mardi soir. Je leur ai dit, si vous venez pas, pour qu'on s'explique, eh ben nous on va chez vous et on n'ira pas les mains vides. Arnaud. Moi je voudrais dire, pour la grande distribution, c'est pas l'ennemi. Hein. La grande distribution, c'est un partenaire qui a besoin de comprendre ce que sont les enjeux. Et vous savez, la grande distribution, c'est pas trop la hausse qui la gêne. C'est le fait de ne pas être décalé du concurrent. La grande distribution, elle est prête à augmenter les prix à la condition sine qua non que son voisin fasse la même chose. Voilà. Et donc, c'est de ça dont il faudra qu'on parle. Après, vous savez, 90% des consommateurs consomment en grande distribution. Donc, faisons attention aussi d'avoir des partenaires avec lesquels on est exigeant, mais dans lesquels le partenariat demeure. Oui, mais j'ai l'impression qu'ils vous tiennent un peu par les mains. La grande distribution, contrairement à ce qu'elle dit, elle n'a pas le souci, comme l'a dit Arnaud, du pouvoir d'achat du consommateur. Elle a le souci de vendre moins cher que son voisin. Fabrice Mais le Couturier. moins cher dans le lait, ça peut être soit moins cher que 74 ou moins cher que 76. Fabrice Couturier. Pour revenir à une analyse peut-être un petit peu plus basique, hein, effectivement la grande distribution est un partenaire, mais vous savez, c'est comme dans un couple. À partir du moment où on marche ensemble, il faut partager. Or, on a un problème de partage de la valeur ajoutée. Nous considérons que on est parfois spolié d'une partie trop importante de cette valeur. Et quand j'entends la grande distribution notamment qui dit que le prix du pain va augmenter parce que le blé augmente, même si le prix du blé doublait, on n'aurait que 1 ou 2 ou 3 centimes d'euros d'augmentation pour une baguette de pain. Alors que la grande distribution va nous faire avaler, c'est qu'à le dire 10 centimes. Mais ça va être une bataille de communication. On pourra en discuter toute la journée, mais on est arrivé au terme de cette émission. Messieurs, merci beaucoup. Messieurs, merci beaucoup. Et surtout, merci à vous.